faut réellement se faire mal lorsqu'on fait de l'activité physique, lorsqu'on s'entraîne, pour que ça soit efficace. Et donc, il y a quand même 30% des personnes qui pensent que, plus de 30%, un tiers, qui pensent que oui. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il faut vraiment se faire mal à l'entraînement pour progresser? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que faire du sport, c'est à la fois une immense source de plaisir, mais aussi beaucoup de souffrance. Et on a la chance d'avoir un cerveau qui nous empêche d'aller, comme cet individu sur la droite, trop loin dans l'effort. Donc notre cerveau nous protège contre nos propres excès. Et ça, c'est quelque chose de bien que l'on ressente cette douleur. Parce que les gens qui ne sont pas dans ce cas-là, donc les gens qui ont ce qu'on appelle une analgésie congénitale, sont des gens en général qui ne vivent pas très longtemps. Ils n'ont pas ces signaux d'alerte de l'organisme. Alors d'où provient la douleur? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quand on fait un effort, quand on contracte ses muscles, eh bien le signal, il faut un cerveau. C'est-à-dire que le signal, il part du cerveau, le signal nerveux, le signal électrique part du cerveau pour arriver jusqu'au muscle, mais il y a aussi la possibilité d'envoyer des signaux nerveux depuis la périphérie jusqu'au cerveau. Et ce sont en particulier lorsque l'on fait du sport, donc les signaux, ils proviennent d'où? Ils proviennent d'un grand nombre de récepteurs que l'on peut trouver un peu partout dans l'organisme. Et lorsque l'on parle d'activité physique et de sport, bien sûr, on va parler essentiellement des muscles. Donc là, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des récepteurs qu'on a dans les muscles, mais il y en a surtout un type de récepteurs qu'on appelle les fibres 3 et 4, qui sont sensibles aux changements, notamment chimiques du muscle. Lorsque vous pédalez un petit peu trop fort et que vous dites « j'ai les cuisses qui brûlent », eh bien, ce sont ces fibres-là qui vont sentir cette douleur que vous avez dans les cuisses. Alors, d'où provient la douleur? Mais est-ce que cette douleur est réellement nécessaire? Eh bien, tout dépend un peu de votre objectif. Si votre objectif, c'est de faire du sport pour être performant, eh bien, il y a quand même des chances que la réponse soit un petit peu oui. Ici, vous avez un graphique qui vous présente ce qu'on appelle l'entraînement polarisé. Donc, pour les sports d'endurance, il vous montre qu'il y a une grande partie de l'entraînement qui se fait effectivement à intensité assez faible, donc assez peu douloureuse, mais il y a quand même, si on veut être performant, une partie, 20% environ, donc ce qui est conseillé, qui se fait à intensité élevée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le HIIT, ou le SIT, donc c'est ce qu'on appelle les intervalles training. Et ça, il n'y a pas on peut pas renier le fait que c'est quelque chose qui est assez douloureux et qui est nécessaire. C'est nécessaire, par exemple, lorsqu'on veut améliorer sa VO2 max, cette consommation maximale d'oxygène, qui est le moteur nécessaire à l'athlète d'endurance, comme vous avez sur cette diapositive. Alors, c'est intéressant de montrer d'ailleurs que cette VO2 max peut aussi s'améliorer, par exemple, chez les personnes obèses, à qui on peut proposer du HIIT et qui a des effets positifs sur la tension, dont parlait Laurent tout à l'heure, mais également sur la VO2 max. Et ça peut avoir donc, ça a des vertus également chez les personnes donc avec des objectifs de santé. Si on veut développer cette fois sa masse musculaire, alors effectivement les études récentes ont montré que c'était pas forcément nécessaire de soulever très lourd, contrairement à ce que l'on a cru pendant un certain temps. Par contre, pour réellement avoir ce qu'on appelle une hypertrophie, une amélioration de la masse musculaire, alors nous sommes obligés pour être optimiser cet entraînement, il faut aller jusqu'à l'épuisement, c'est-à-dire jusqu'à l'incapacité à soulever une fois de plus la charge comme sur cette photographie. Et bien sûr, si on va jusqu'à l'épuisement, c'est synonyme de douleur. Une autre adaptation que l'on obtient à l'entraînement, avec l'entraînement, c'est ce qu'on appelle l'effet protecteur. Donc ça, c'est intéressant, puisque lorsque l'on fait un exercice excentrique, typiquement, si vous descendez un col ou une montagne avec un sac à dos, vous faites de l'excentrique sur vos muscles des cuisses. Eh bien, vous allez avoir des courbatures, des douleurs, et puis une augmentation d'une enzyme dans le sang qu'on appelle CK. En général, ça va de pair. Eh bien, l'organisme va s'adapter immédiatement à ça. C'est-à-dire que si vous faites le même exercice excentrique 4 semaines après le premier effort, vous n'aurez plus d'augmentation de CK et beaucoup moins de courbatures. 8 semaines après, c'est encore le cas. Et même si c'est 12 semaines après, 3 mois après, vous avez encore une réponse qui est plus faible. C'est-à-dire que l'organisme s'adapte. Et puis, si on veut pas avoir ces courbatures, il y a quelque chose que je ne recommande pas, mais qui marche assez bien, c'est de prendre des anti-inflammatoires. Vraiment, je ne le recommande pas du tout. Mais si on prend des anti-inflammatoires, eh bien, on va effectivement minimiser les douleurs. Sauf que, si on fait ça, eh bien, on va limiter l'adaptation, c'est-à-dire que les adaptations naturelles qui se mettent en place dans l'organisme n'existent plus ou beaucoup moins. Et donc, la douleur, quelque part, alors c'est pas la douleur en tant que telle, mais si on cherche à supprimer l'inflammation, donc la douleur, eh bien, on a un moins bon effet d'entraînement.
Donc, si on veut revenir à la santé, les recommandations de l'OMS, Laurent en a parlé, va en reparler après, on n'est pas forcément obligé d'aller chercher la douleur. Par contre, des études ont montré également que l'on doit être fatigué. Cette étude que je ne vais pas détailler montre que dans une population de BPCO, ceux qui étaient fatigués régulièrement à l'issue de leur séance d'entraînement étaient ceux qui progressaient le plus sur un test de 6 minutes. Et ça, c'est assez connu dans le monde de l'entraînement, c'est-à-dire que si on veut réellement s'améliorer, eh bien, on passe par des phases où on va avoir, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on va se fatiguer, on va prendre le temps de récupérer et on va ce qu'on appelle surcompenser. La notion de surcompensation est une notion fondamentale dans l'entraînement sportif, mais c'est valable évidemment lorsqu'on parle d'activité physique pour la santé. Et donc l'idée, c'est de replacer une charge d'entraînement, une dose quand on est ici au plus haut, et on va surcompenser, etc. Et donc ça, évidemment, dans le meilleur des mondes possible, on tend vers une amélioration des qualités physiques et donc de la santé. Voilà, donc tout dépend de l'objectif. Est-ce qu'il faut vraiment se faire mal à l'entraînement? Tout dépend de l'objectif. Mais dans tous les cas, on peut dire que l'intensité de l'entraînement est bénéfique. Et la dernière point, est-ce qu'il existe un risque de trop en faire? Eh bien, la réponse est plutôt non. Alors, vous voyez quand même qu'ici, sur les risques pour la santé, de mortalité, en fonction de la dose d'entraînement, on expliquera peut-être tout à l'heure ce que c'est que les MET en heures par semaine. En tout cas, c'est la quantité d'entraînement et l'intensité d'entraînement ou d'activité physique que l'on peut faire par semaine. Plus on en fait et plus les effets sur la santé sont positifs, c'est-à-dire qu'on diminue les risques de mortalité, et on voit quand même qu'à partir d'un certain moment, on remonte. Et donc, on peut se dire que oui, il existe une dose optimale. Sauf que cette dose optimale, elle est vraiment très, très élevée. Et la dernière chose que je dirais là-dessus, c'est que les athlètes élites, par exemple les sportifs, les cyclistes du Tour de France, sont en général des gens qui vivent plus vieux que la moyenne, qui ont une espérance de vie prolongée. Et alors que ce sont des gens qui ont fait, au moins pendant plusieurs années, énormément d'activité physique. Voilà pour cette, je crois que j'ai terminé pour cette deuxième idée reçue. Alors, on a des questions, donc je ne sais pas si Laurent, tu veux prendre les questions, enfin les lire en tout cas, pendant que je présentais, j'ai pas eu le temps de les lire, est-ce que tu en as repéré quelques-unes? Je ne sais pas si tu essaies de parler, on ne t'entend pas, tu as plus ton micro. Désolé, sur mon chat, elles n'apparaissent pas. J'ai juste la dernière remarque d'Antoine Dupuis, je ne sais pas si toi tu l'as également, qui disait parce que c'était très clair, mais j'ai pas d'autres... Alors, ouais, non, moi je les ai, donc je vais m'auto-poser les questions, c'est pas grave. Désolé, je peux pas t'aider. Tic, alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Couper la douleur par les anti-inflammatoires, n'est-ce pas dangereux? Donc ça c'est une question de Caroline Nicole. Couper la douleur par les anti-inflammatoires, n'est-ce pas dangereux puisque le système nerveux central peut continuer à inhiber les muscles? Alors justement, si on supprime, si on prend des anti-inflammatoires et que l'on coupe la douleur par des anti-inflammatoires ou des antalgiques, mais les anti-inflammatoires sont encore plus dangereux pour une raison, alors ça dépend du type d'exercice que l'on fait, mais si on parle d'ultra-endurance par exemple, on sait que les anti-inflammatoires sont en plus dangereux pour les reins. Et donc si on prend des anti-inflammatoires et que l'on a des dommages musculaires importants à la suite d'un ultramarathon, on risque tout simplement l'insuffisance rénale et il y a quelques personnes qui sont décédées, ni plus ni moins de ça. Donc en tout cas, si on coupe la douleur par ces anti-inflammatoires et ces antalgiques, est-ce que c'est dangereux? Oui, pour cette raison, mais aussi oui parce qu'on va couper ou supprimer ou fortement diminuer les signaux d'alarme de l'organisme qui sont là justement pour nous empêcher, j'ai dit en introduction que notre cerveau nous prévenait contre nos propres excès, et donc ça c'est valable à condition justement de lui laisser faire son travail, et donc si on l'empêche de percevoir les signaux d'alerte, eh bien forcément il va plus jouer son rôle freinateur, et donc on risque d'aller plus loin et de mettre sa santé en danger.